Je sais que le contexte est un petit peu particulier, on est sur internet, mais si vous êtes en train de regarder cette intro, c'est parce que vous avez cliqué sur une miniature qui disait clairement « Attention, ne cliquez pas, cette vidéo est dangereuse, il ne faut surtout pas la voir ». Bref, un message tout à fait honnête, sans arrière-pensée, que vous n'avez pas écouté puisque vous êtes ici. Maintenant, petit exercice de pensée. Imaginez que vous vous baladez dans une forêt complètement inhabitée, sans la moindre trace d'aucune civilisation. Vous faites une petite randonnée tranquillou, lorsque dans un talus, un reflet de lumière étrange vient vous aveugler une fraction de seconde. Vous vous approchez, repoussez les feuilles qui jonchent la surface métallique à l'origine de votre éblouissement, et découvrez une plaque en acier inoxydable, gravée d'un texte au langage vieilli, comme s'il avait été écrit il y a des milliers d'années. Vous déchiffrez. Cet endroit est un message. Lisez-le attentivement. Envoyer ce message était important pour nous. Nous considérions être une puissante civilisation. Cet endroit n'est pas un lieu d'honneur. Aucun événement glorieux n'est commémoré ici. Vous n'y trouverez nul objet de valeur. Ce qui se trouve ici était dangereux et nous répugnait. Ce message est un avertissement de danger. Ce danger est situé à un endroit spécifique, d'une forme et d'une taille particulière juste en dessous de nous. Le danger est toujours présent, à votre époque comme il l'était à la nôtre. Il menace le corps et peut tuer. Il se présente sous la forme d'une émanation d'énergie. Ce danger ne sera libéré que si vous dérangez trop cet endroit. Il vaut mieux l'oublier et le laisser vide de toute âme pour l'éternité. Wow, ça fait quelque chose. D'accord, ça fait peur, mais à votre avis, ça donne pas envie d'en savoir plus? D'aller chercher cette fameuse émanation d'énergie? De comprendre ce mystérieux héritage interdit? Pourtant, je vous assure, cet avertissement, il vaudrait mieux le prendre au premier degré. Parce que c'est pas une ancienne civilisation disparue qui aurait caché ce tombeau pour y enterrer un de ses dieux vivants, laissant cet avertissement pour éviter que nous, humains du 21e siècle, ne venions profaner sa sépulture. En fait, il s'agit d'un texte que nous, humains du 21e siècle, avons laissé là pour éviter que nos descendants, nos très lointains descendants, n'entrent dans nos sites d'enfouissement de déchets nucléaires. Et vous allez sûrement dire, connaissant la curiosité pathologique de l'Homo sapiens sapiens, que c'était pas très intelligent d'utiliser autant d'expressions vagues et cryptiques pour décrire un truc que tout le monde comprend. Déchets radioactifs, pas bon, pas touché. Le problème, c'est qu'un déchet radioactif, ça peut rester très longtemps radioactif. Pour certains, on parle d'un risque pour l'organisme qui peut persister plus de 100 000 ans, juste ça. Et réussir à transmettre un message à des gens dans plus de 100 000 ans, c'est pas aussi simple que ça. Et ça pose des questions philosophiques assez intenses. Radioactivité, secret des pyramides, désaveu des symboles, court-termisme et jouissance immédiate. Voilà ce qui nous attend dans ce nouvel épisode de Rupture de stock. Avant qu'on parle des messages en question et de toutes les questions philosophiques qu'ils soulèvent, qu'on se fera bien sûr un plaisir d'explorer, on est sur une chaîne de vulga, donc on va faire un peu de vulga scientifique. On va essayer de revenir rapidement sur ce fameux danger, cette émanation d'énergie, la radioactivité. Dans nos centrales nucléaires, aujourd'hui, on utilise les caractéristiques de certains éléments particuliers pour produire de l'énergie. Un élément comme le fer, le cuivre, le carbone ou l'hélium, il se définit par le nombre de particules de protons qui composent son noyau. Chaque atome de cet élément possède le même nombre de protons, ce qui le caractérise. Mais en vrai, un atome c'est aussi composé d'électrons, qui sont au même nombre que les protons. C'est des petits trucs qui tournent autour là et qui portent une charge électrique négative, qui vient équilibrer la charge des protons qui elle est positive. A priori tout va bien, il y a autant de plus que de moins, pas besoin de faire de plaques en acier avec des textes qui font peur dessus. Pour rappel, les charges électriques, si elles sont de même signe, elles se repoussent, et si elles sont de signe opposé, elles s'attirent. Donc si vous suivez bien, ça veut dire que nos protons, qui constituent le noyau, ils ont tendance à se repousser les uns les autres, vu qu'ils sont tous chargés positivement. Il va falloir rajouter d'autres particules pour s'assurer que tout ça reste bien en un seul morceau. Et ces particules, ce sont les neutrons. Les neutrons, eux, ils n'ont pas de charge électrique. Comme leur nom l'indique, ils sont neutres, mais ils sont essentiels à la cohésion du noyau. Là où ça devient intéressant, c'est que si les protons et les électrons ont toujours le même nombre pour équilibrer la charge au niveau de l'atome, 8 de chaque pour l'oxygène, 6 de chaque pour le carbone, 92 de chaque pour l'uranium, pour ce qui s'agit des neutrons, on n'a pas toujours le même nombre. Et alors comment ça c'est possible ? Pour qu'un atome existe, il faut qu'il ait une structure suffisamment stable. I'm a very stable genius. Si c'est pas stable, si je mets un neutron, 12 protons et 140 électrons un peu au pif, les interactions elles s'équilibrent pas. Et mon atome il va disparaître tout de suite. Toutes les particules elles iront faire leur vie séparément et j'aurai plus d'atomes. Il y a seulement quelques structures qui sont stables, où les interactions s'équilibrent. Et c'est pour ça qu'on retrouve toujours autant d'électrons que de protons, pour compenser les charges électriques. Mais pour les neutrons, c'est pas si évident que ça. Parce que pour un même élément chimique, du carbone par exemple, on peut avoir plusieurs structures avec un nombre de neutrons différents, qui sont suffisamment stables pour ne pas se désagréger instantanément. Le carbone 12, le plus courant, il a 6 neutrons. On l'appelle 12 parce que 6 neutrons plus 6 protons, ça fait 12. Et le carbone 14, lui, des neutrons, il en a 8. Et pourtant, les deux formes existent.
Ces deux structures, on dit alors qu'elles sont isotopes. Mais là où je vous ai un peu menti, c'est que si elles sont suffisamment stables toutes les deux pour exister, elles sont pas aussi stables l'une que l'autre. Il y en a une qui se dandine un peu, qui est pas très à l'aise, elle sent que son slibard est un peu trop serré, #blague de Bigard. Les scientifiques! Bref, elle se rend bien compte que les neutrons en plus, ils tiennent, mais elle serait quand même mieux sans eux. Du coup, parfois, l'isotope a tendance à modifier tout seul la structure de son noyau, sa structure nucléaire donc, pour gagner en stabilité. Et c'est ça qu'on appelle la radioactivité. Cette radioactivité, elle est naturelle. Hein. Par exemple, le carbone 14, il est moins stable que le carbone 13 ou que le carbone 12. Pourtant, on en trouve quand même dans la nature. En fait, ces structures instables, elles arrivent à se former dans des contextes très énergétiques. Par exemple, dans la très haute atmosphère de la planète ou dans le cœur des étoiles. Mais au fur et à mesure que le temps passe, dans un contexte beaucoup moins énergétique, nos trublions à trop de neutrons, ils vont avoir tendance à se retransformer en des formes plus stables. Du coup, notre carbone 14, il va, à un moment donné de sa vie, se transformer en azote. Ouais, ce serait trop simple de juste virer un neutron pour devenir l'isotope stable du carbone 12 ou du carbone 13. Donc la radioactivité, elle va plutôt prendre un neutron et le transformer en proton, ce qui fait qu'elle va avoir autant de protons qu'un azote et donc devenir de l'azote. C'est une transformation qu'on appelle la transmutation. C'est complexe, hein. Mais en fait, ce qui se passe à l'échelle des particules, c'est bien pire. Et on a même plein de types différents de radioactivité. Il peut vraiment se passer plein de choses différentes pour qu'un isotope retrouve une forme plus stable. Un neutron est converti en proton par l'intermédiaire de la force nucléaire faible, et une particule composée d'un quark, un électron et un antineutrino sont émis. Réaction immédiatement suivie par la désintégration du boson W. Voilà, je vous épargne tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour se retrouver dans des formes plus stables, nos particules, nos protons, nos neutrons, nos électrons, ils vont prendre leur clic et leur claque, ils vont faire toute leur tambouille, ils vont balancer toutes les particules qui rentrent vers l'extérieur et se retrouver dans des formes stables. Tout ce qui dépasse, les petites merdes en trop, on va les balancer à l'extérieur sous la forme de particules chargées énergétiquement, et c'est ça qu'on appelle le rayonnement. Ce rayonnement, cette énergie, si elle traverse les cellules humaines, elle peut les endommager, jusqu'à endommager carrément le matériel génétique. D'autre part, vu que c'est de l'énergie et que nous les humains on adore l'énergie, on peut utiliser cette radioactivité, ces réactions, dans des centrales pour produire de l'électricité. La difficulté, c'est que la quantité d'énergie relâchée par la transmutation d'un carbone 14, elle est vraiment pas très élevée. Et il faut attendre assez longtemps pour qu'elle se fasse toute seule, genre des milliers d'années. Nous, ce qu'il nous faudrait, c'est un gros noyau qu'on peut casser sur commande et qui relâcherait énormément d'énergie en se transmutant. Et c'est là qu'entre en jeu notre copain l'uranium. D'abord, l'uranium, on le trouve sous forme de minerai dans la croûte terrestre, donc c'est relativement facile de le repérer, de l'extraire et puis de le transporter. Mais surtout, il est radioactif sous toutes les formes qu'on trouve naturellement, que ce soit l'isotope 238, 234 ou 235. Faut dire qu'avec 92 protons qui, rappelons-le, se repoussent les uns les autres, le noyau commence à être tellement imposant qu'aucun nombre de neutrons ne permettra de le maintenir en place. Donc un noyau qui cette fois nage plutôt dans son slibard, ce qui le rend tout aussi instable. Et dans le cas de l'isotope 235, plutôt qu'une petite transmutation du carbone vers l'azote comme on vient de le voir, le noyau est tellement instable qu'on peut le fissionner, le briser en deux pour créer deux nouveaux atomes, ce qui libère une quantité d'énergie qui n'a rien à voir avec la transmutation du carbone 14. On qualifie alors l'atome de fissile, et l'uranium 235 est le seul isotope fissile qu'on trouve naturellement sur Terre. Cette fission, c'est toujours une forme de radioactivité, mais elle ne se produit quasiment pas dans la nature, où l'uranium 235 a plutôt tendance à se transmuter de manière plus classique en thorium 231. Si on veut provoquer cette réaction de radioactivité de fission, cette fameuse cassure en deux atomes plus petits, généralement en krypton 92 et barium 141, il va falloir l'aider un peu. En fait, en projetant suffisamment fort un proton sur l'uranium 235, on est capable d'induire cette fission, qui relâche alors énormément d'énergie, et c'est ça qu'on va récupérer dans nos centrales nucléaires. D'ailleurs, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais nucléaire c'est l'adjectif lié au noyau, parce que l'énergie qu'on exploite, c'est l'énergie libérée par ce gros noyau instable lorsqu'il se découpe en deux noyaux plus stables. Enfin, plus stable, c'est un bien grand mot. Parce que comme vous l'avez compris, ces réactions, elles sont toutes permises par un trop-plein d'énergie, qui doivent bien se répartir dans ces deux atomes de krypton et de barium. On a encore une grosse instabilité des noyaux, et donc une forte radioactivité. Ce qui veut dire qu'on peut sûrement de nouveau provoquer leur décomposition, voire dans certains cas en tirer encore de l'énergie. Et c'est exactement ce qu'on fait. Pour éviter de se retrouver avec d'énormes quantités de déchets radioactifs, on retraite tout ça jusqu'à en faire des isotopes stables, qui ne sont plus dangereux pour la santé humaine. Mais ça, c'est vrai pour 96% des déchets. Au final, il nous reste toujours une certaine quantité de matériaux qu'on ne peut pas recycler, qu'on ne peut pas réutiliser, qu'on ne peut pas retransmuter. On ne sait plus quoi en faire, on les qualifie donc de déchets ultimes. Et avec ces déchets ultimes, on est bien embêté. Certes, nous, on n'en fait plus rien, mais le déchet ultime, il est toujours radioactif.
Donc il continue à se décomposer pour avoir sa structure la plus stable au fur et à mesure du temps, en balançant en même temps les fameux rayonnements dont on a parlé. Fameux rayonnements qui ont la fâcheuse tendance à faire des trous dans nos vésicules biliaires. Nos ingénieurs français, monsieur, ils étaient très fiers du nucléaire. C'est des belles centrales qui font de la bonne électricité pas chère, on en vend même à Kadhafi. Tellement Nicolas Sarkozy venait à Tripoli, les mains vides, du moins sans gros contrat ni chef d'entreprise dans ses valises. Mais au détour des partenariats stratégiques signés hier soir, un accord marquant. La France va fournir à la Libye la technologie nucléaire pour alimenter en électricité une usine de dessalement d'eau de mer. Regrettez-vous d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer ou de fait faire tuer, livrer le colonel Kadhafi à la rébellion? Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi ? Ai-je compris cela ? Et encore aujourd'hui, ça reste assez populaire le nucléaire, parce que ça a l'avantage d'être plutôt bas carbone par rapport au gaz ou au charbon. Franchement, l'atome, c'est le pied. Faut juste pas regarder le gros bidon jaune là-bas avec des symboles qui font peur marqués dessus. Il y a 40 ans, tu demandais aux ingénieurs ce qu'ils comptaient en faire, t'avais le droit à des petits sifflotements gênés. On sait pas. Et aujourd'hui alors ? On a évidemment quelques professeurs tournesol qui vont nous dire qu'un jour, on aura des techniques qui permettront de transmuter ces déchets ultimes pour en tirer encore un peu d'énergie. Mais pour l'instant, on sait pas faire. Donc on regarde ailleurs et on met ces gros bidons à des endroits où on espère que personne ira les chercher. On va les mettre dans un trou et attendre longtemps, très longtemps, que ces isotopes radioactifs se soient transformés tout seuls, bien sagement, en isotopes stables. Le déchet ultime ne sera alors plus dangereux, mais c'est pas demain la veille. Et pour une fraction d'entre eux, c'est même de l'ordre de 100 000 ans, voire du million d'années. Donc voilà, en attendant, on les enfouit sous terre. De préférence dans des bleds paumés, où les habitants vont pas venir trop se plaindre, et où il y a probablement moins de risques que les gens pénètrent dans les sites d'enfouissement. Mais comment être sûr que personne ne va s'y aventurer ? Parce que, ok, pour l'instant, on peut organiser de la sécurité autour des sites d'enfouissage pour éviter que les gens y pénètrent, mais pas sûr que ta petite PME nucléaire ou que ta République bananière de France, elle soit toujours là dans même 1000 ans pour payer les vigiles à l'entrée de ton trou. Il va donc falloir qu'on soit capable de dialoguer avec les générations futures pour leur expliquer qu'il ne faut pas rentrer dans ce super cadeau qu'on leur a fait en leur laissant des déchets ultimes radioactifs sous terre. Et expliquer ça à 100 000 ans de distance, faut s'accrocher. La première chose qu'on peut dire, c'est que la plaque qu'on a prise en exemple, là, en intro, elle est franchement pas terrible. On comprend que c'est dangereux, qu'il faut pas rentrer, mais ça reste super cryptique, et il y a même des expressions qui rendent plus curieux qu'autre chose. Ça en dit à la fois trop et pas assez. Pourtant, il semblerait qu'il ait été pas mal réfléchi. C'est en effet une proposition du Sandia National Laboratories, une agence américaine autorisée à étudier le nucléaire. Donc c'est censé être assez sérieux. Publié dans une étude de 1993, ce texte est en fait une application d'un principe proposé par les chercheurs. Le message doit être graduel en complexité, qu'on peut découper en 4 parties. Niveau 1 d'abord, une information très simple. Ici, il y a quelque chose de fabriqué par l'homme. Ensuite, niveau 2, c'est fait par l'homme et c'est dangereux. Niveau 3, c'est fait par l'homme, c'est dangereux, et où c'est, qui, quoi, comment, etc. On rajoute du contexte. Donc dans cet exemple, on est à peu près entre le niveau 2 et le niveau 3 de complexité. Après, il y a un niveau 4, on peut rajouter tout un tas de dessins, des plans, des cartes, des graphiques, etc. Là, c'est open bar. Mais est-ce que c'est vraiment logique de mettre les dessins au niveau le plus élevé de cette échelle ? Non, parce qu'au-delà de la question de la complexité, on a carrément un autre problème, c'est que même aujourd'hui, une grosse partie de la population n'est même pas capable de lire ce message. Il y a plein de gens qui parlent pas anglais ou qui tout simplement ne savent pas lire. Alors imaginez dans 1000 siècles, même pour lire un texte en français moyen, nous on galère un peu, alors que ça ne date que de quelques centaines d'années. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est l'histoire des tombeaux de l'Égypte ancienne. Sur un certain nombre de tombeaux, où reposent des momies de personnes importantes, de dirigeants de l'Égypte antique, on retrouvait régulièrement des avertissements qui indiquaient à quiconque pourrait les lire qu'il ferait mieux de faire demi-tour dès que possible, au risque que, je cite, le crocodile soit contre toi dans l'eau, les serpents t'assaillent sur la terre, que les hippopotames te poursuivent dans l'eau et le scorpion sur la terre. L'idée d'être poursuivi par des hippopotames m'inciterait personnellement rapidement à quitter les lieux. Je sais pas si vous avez déjà vu des hippopotames, mais c'est hyper vénère comme animal, hein. Ça fait trop peur. Et fun fact, hein, c'est pas dans le texte, mais c'est des lointains cousins des baleines, c'est l'animal dont ils sont le plus proches, je crois. On va confirmer avec un texte en bas. C'est ce genre de message, entre autres Maudit soit celui qui dérange le sommet du pharaon, qui ont lancé les rumeurs de la fameuse malédiction des profanateurs de tombeaux. Oui, parce qu'évidemment, vous le savez, les Européens venus à la recherche de richesses dans ces lieux sacrés, non seulement ils en avaient rien à foutre des avertissements, mais même s'ils avaient pris le temps de les regarder, ils auraient pas su les lire. Pour rappel, Champollion, un égyptologue français, n'a commencé à déchiffrer les hiéroglyphes qu'à partir des années 1820. Et on ne fut capable de vraiment traduire les textes de cette écriture qu'à la fin des années 1850. Entre-temps, la folie égyptienne avait déjà gagné de nombreux pilleurs de trésors qui avaient en masse profané et vidé les fameux tombeaux.
Et puisqu'il faut toujours relativiser les choses, les pillages des tombeaux de l'Égypte ancienne, ils s'étalent en réalité sur tout le Moyen-Âge et même en amont de ça, même à la fin de l'ère des pharaons, il y avait déjà des pillages des tombeaux. Juste que nous, on s'y est pris dans des proportions un peu plus... voilà. Toujours est-il que ces malédictions, elles étaient là, mais que personne pouvait les comprendre. Du coup, elles servaient concrètement à rien. Vous allez peut-être me dire, oui, mais les hiéroglyphes, c'était une écriture sacrée, nous on préfère quelque chose de plus terre-à-terre, de plus simple, on n'est pas obligé de parler d'hippopotame. Eh ben, c'est pas trop vrai non plus. Tout simplement parce que dans la plupart des tombeaux, les messages d'avertissement, ils étaient pas dans un délire de malédiction ou de magie. On trouvait surtout des phrases sur un ton un peu légaliste, équivalent à nos panneaux interdits d'entrée à part personnel autorisé qu'on peut trouver aujourd'hui. Les exemples les plus lyriques, ils sont connus parce qu'ils sont lyriques. Bref, trêve de digression, ce qu'on illustre ici, c'est qu'un texte, ça suffira probablement jamais. Comme l'exemple des pyramides qui sont pas si éloignés que ça en plus nous le prouve. En fait, même si demain, moi je décidais de partir en voyage en Inde, je parle pas un mot de sanskrit, je pourrais très bien rentrer dans des ruelles où il y a des petits panneaux qui marquent interdit d'entrée. Vous constaterez pourtant que globalement, ça n'arrive pas trop. Tout simplement parce qu'on a décidé d'utiliser des symboles, des couleurs, des formes, qui permettent de transmettre une idée, en l'occurrence une interdiction, sans utiliser le langage. Par exemple, voilà tous les panneaux stop à travers le monde. Drop it. On trouve quand même une majorité de stop, comme en France, aux États-Unis, etc. C'est en anglais, ça veut dire arrêtez-vous. Vu l'influence de l'anglais dans les pays développés, c'est assez commun. À part pour nos refs, les Québécois qui évidemment ont écrit arrêt. Franchement, les mecs, je vous adore. Si jamais il y a un Québécois qui regarde la vidéo un jour, laisse un petit commentaire, je serais trop ravi de savoir que la vidéo a traversé l'Atlantique. Bref, ce qu'il fallait voir, c'est que même si on n'a pas toujours le même texte à chaque fois, on retrouve une forme d'unité sur la symbolique. Quelque chose en rouge, cerclé en blanc, avec toujours cette forme octogonale. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règle. C'est quand tu veux frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. Parfois des formes triangulaires ou carrées, mais ça reste quelque chose d'assez anguleux. Mais attention, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas juste une coïncidence. C'est un système qui a été établi à la Convention de Vienne en 1968 pour uniformiser la signalisation mondiale et éviter qu'un Français qui traverse la frontière belge emboutisse tout le monde juste parce qu'il arrive plus à lire les panneaux. Mais là, vous voyez, on arrive à se dire qu'avec des symboles, on va peut-être réussir à communiquer à travers l'espace en établissant des normes sur le sens qu'ont les images. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'on a fait pour les risques mortels. C'est le SGH, le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques. Un peu comme pour la signalisation, le but c'est de se mettre d'accord avec tous les pays du monde pour créer une norme sur des symboles qui vont signifier la même chose pour tout le monde. Risque d'empoisonnement, produits explosifs, produits corrosifs, déchets ultimes. Bref, on a établi des normes pour que tout le monde tombe d'accord à travers le monde. A priori, si ces symboles sont partout, qu'ils sont imposés à une échelle industrielle, on devrait tous bien finir par les connaître. C'est aussi ce qu'on a fait avec le nucléaire, le fameux triphone noir sur fond jaune. En fait, on en a même deux des symboles, puisqu'il y a celui-là là que tout le monde connaît, et puis il y en a un autre là, tout rouge, il fait beaucoup plus peur. Il est carrément plus badant, et il dit que non seulement c'est radioactif, mais qu'en plus ça risque probablement de te tuer. Et même ces symboles, sans avoir besoin de voyager dans le temps, ils sont toujours pas suffisants. Et cette fois, on va pas illustrer avec des Égyptiens, mais plutôt avec des Thaïlandais. Et c'est d'ailleurs le drame que je vais vous raconter qui est à l'origine de la création de ce second symbole, celui tout rouge qui fait peur. Ce drame, c'est l'accident radiatif de Samut Prakan. Notre histoire se passe à Bangkok, en Thaïlande, dans un hôpital de la capitale, le Ramathibodi Hospital. Comme dans beaucoup de grands centres médicaux, l'établissement dispose d'un vieil appareil à rayons, un Gamatron 3, qu'on utilise pour soigner les malades du cancer via ce qu'on appelle la thérapie cobalt. En utilisant la radioactivité du cobalt, on va concentrer le rayonnement sur les tumeurs du patient afin de les éliminer. Oui, on l'a dit tout à l'heure, les rayons émis par la radioactivité y tuent. Donc si on vise bien, on peut se débarrasser des cellules cancéreuses. En 1980, l'hôpital renouvelle son matériel et souhaite donc se débarrasser de l'ancien, qui, puisqu'il est radioactif, ne peut pas être abandonné comme ça dans une décharge. Problème, le constructeur Siemens à ce moment-là ne construit plus d'appareils médicaux. De même, le fournisseur des nouveaux appareils, une entreprise canadienne, refuse de récupérer l'antiquité sous prétexte qu'elle ne fabrique pas ce modèle. En désespoir de cause, c'est KSE, l'entreprise thaïlandaise qui sert d'intermédiaire entre les Canadiens et l'hôpital, qui va récupérer l'appareil à cobalt et le stocker dans un de ses entrepôts. Vous voyez déjà le niveau de négligence pratiqué par ces entreprises privées, puisque malgré les lois très strictes encadrant le déplacement de sources de radioactivité, aucune autorité n'est notifiée à aucun moment par KSE du transport de ces matériels. En fait, dans l'entrepôt de KSE, il y a 4 appareils radioactifs qui y sont stockés, et sur les 4, il y en a un seul qui est déclaré. Les 3 autres, dont le Gamatron, y sont stockés illégalement. Mais le scandale est loin d'être fini. En 1999, soit après 18 ans de stockage, le bail de l'entrepôt expire,
Et KSE est donc obligé de déplacer ce matériel radioactif. Encore une fois sans notifier les autorités. Pour l'appareil sous licence, KSE respecte la procédure, mais pour les 3 autres, dont notre fameux Gamatron 3, KSE décide de les stocker sur le parking d'un de ses bureaux, dans le district de Pravet. Faut que vous compreniez que pour tout ce qui concerne les matériaux radioactifs, il y a énormément de législation qui empêche que ces sources de radiation mortelles se retrouvent dans la nature, utilisées par n'importe qui, entre les mains de gens négligents ou mal intentionnés. Donc tout est consigné, localisé, encadré, légiféré. Sauf que parfois, il y a des erreurs, il y a des vols, ou tout simplement une entreprise privée qui a fait de la merde et qui le cache pour préserver ses propres intérêts. Il arrive que ces ressources disparaissent du système. C'est tellement un problème grave qu'il y a une expression dédiée pour désigner ces matériaux radioactifs perdus dans la nature. On parle de sources orphelines. Et donc, sur ce parking sans surveillance, ce qui devait arriver arriva, et un beau matin, les machines avaient disparu. Ah, j'aurais pas aimé être les mecs de la boîte ce matin-là, quand on te met le nez dans ton caca. Faut cependant attendre quelques mois, le début de l'année 2000, pour que le Gamatron 3 réapparaisse entre les mains de 2 habitants de la province de Samut Prakan. Les 2 compères ont acheté cette étrange machine, bardée de logos jaunes qu'ils ne connaissent pas, à un revendeur. Leur boulot à ces 2 malheureux, c'est de récupérer de l'électroménager qui ne fonctionne plus, de le démonter, puis de récupérer tout le métal qu'ils vont pouvoir y trouver, afin de le revendre et de se dégager un maigre salaire. Forcément, le Gamatron 3, c'est le gros lot. Ils savent pas trop ce que c'est, mais ils sont sûrs qu'ils vont pouvoir mettre du beurre dans les épinards ce soir-là. Dans leur dépôt de ferraille, armés de burins et de maillets, les hommes se mettent à 4 autour du bousin pour en défoncer l'épaisse armure, dont ils finissent par sortir tant bien que mal un épais cylindre en plomb pesant près de 100 kg. Plus tard, à l'aide d'une torche chalumeau, ils parviennent à fendre l'énorme chape de plomb dont s'échappe une épaisse fumée jaune malodorante et tombent 2 petits morceaux de métal qui servaient à supporter la source de cobalt. Son compère, lui, ramasse les 2 supports et les fait tourner dans ses mains, qui sont alors subitement prises de démangeaison. La propriétaire du dépôt, venue voir ce qu'était tout ce bordel, leur ordonne d'aller démanteler tout ça chez eux. Explosion ! En maugréant, un des hommes range le matos irradiant dans son coffre, puis prend la route pour rentrer au bercail. Sur le chemin, il a la nausée, un mal de crâne, les jambes qui le grattent. Mais il est loin d'être le seul. Tous nos protagonistes commencent chacun de leur côté à se sentir malades, à perdre l'appétit, du poids, et d'étranges brûlures semblables à des coups de soleil se dessinent sur leur peau. Leurs mains gonflent, se nécrosent, les nausées et les vomissements empirent, leurs cheveux tombent. Évidemment, ils font lien avec le cylindre et la fumée jaune, et consultent des médecins, qui les examinent sans en dire plus. Le mal s'étend petit à petit au quartier, les gens saignent du nez, ont de terribles migraines. Le chien du dépôt de ferraille est même retrouvé mort. Au bout de 2 semaines, la plupart des personnes ayant été en contact, de près ou de loin, avec le cœur du Gamatron 3 sont hospitalisées. Et là, enfin, les médecins commencent à comprendre qu'il s'agit d'une exposition à des éléments radioactifs, et préviennent enfin les autorités nucléaires thaïlandaises. Les gendarmes de l'atome foncent alors à la décharge pour tenter d'y retrouver la source radioactive abandonnée à l'air libre. Mais chercher des bouts de métal dans un dépôt de ferraille, pas besoin de vous faire un dessin. L'aiguille, la botte de foin, tout ça. Les recherches prennent 2 jours, les autorités locales mettant la main à la pâte, jusqu'à ce qu'enfin, un tout petit morceau de cobalt, 2 cm de diamètre, 4 cm de long, soit retrouvé sous un énorme tas de déchets. L'accident de Samut Prakan est enfin sous contrôle. Bilan, 3 des protagonistes décéderont des suites de leur irradiation, et 7 autres en garderont des séquelles à vie. En tout, on estime qu'environ 2000 personnes du voisinage ont été exposées à des radiations suffisamment élevées pour que ça présente un risque pour leur santé. Cette histoire, elle montre 2 choses. D'abord, qu'imaginer qu'avec nos États, nos entreprises, on va être capable de réguler les déchets radioactifs sans qu'il y ait la moindre faille, c'est un peu illusoire. Il suffit qu'un acteur soit défaillant, en l'occurrence KSE, même si Siemens et l'entreprise canadienne ont aussi leur responsabilité, pour que des petits bouts de matériaux extrêmement dangereux s'échappent dans la nature. Et on parle pas des débuts du nucléaire, on parle de l'an 2000. Ensuite, deuxième chose, si tout ça est arrivé, c'est parce que nos malheureux Thaïlandais, ils connaissaient pas le symbole jaune nucléaire là. Ils pouvaient pas le reconnaître. Et c'est ça qui a poussé l'IAEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, à sortir notre 2e symbole, le rouge là qui fait bader. On s'est dit, s'il est plus effrayant, il sera sûrement plus dissuasif que le truc jaune. C'est vrai que si tu connais pas, bon. Surtout que c'était des mecs qui étaient habitués à ramasser des produits un peu dangereux et à faire fi des symboles là de notre CHGH là. D'ailleurs, sur toute cette affaire, je vous mets dans la description le rapport de l'IAEA qui m'a permis d'écrire toute cette partie et qui est super intéressant. Il est bien écrit, accessible, il apporte beaucoup de précision à cette histoire. Par contre, je vous préviens, il y a des images médicales un peu trash sur les mecs qui ont été malades. Bon.
Donc définitivement, on peut compter ni sur le langage, ni sur la signalétique, ni sur les symboles. Peu importe les intentions qu'on y met, les similarités qui peuvent exister, quand on parle de forme et de couleur, on sait très bien que les idées qu'elles charrient, elles sont principalement culturelles. Et elles changent relativement vite au cours des années. Par exemple, la couleur verte, sa symbolique évolue énormément au fur et à mesure du temps. Et encore aujourd'hui, elle suscite des débats. Si vous voulez, le vert des vers correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Du coup, partant de ces contre-exemples, on est un peu obligé de faire un constat d'impuissance. On n'a tout simplement aucun moyen pour s'assurer que personne ne viendra déranger par ignorance nos sites d'enfouissement dans 100 000 ans. On n'est déjà pas capable de sécuriser un appareil médical en Thaïlande en l'an 2000. Alors, des tonnes de déchets ultimes dans 100 000 ans ouais, c'est déprimant. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup rigolé dans cette partie. Alors on va regarder tout un tas de propositions un peu originales, un peu farfelues, qui ont été avancées pour dissuader les curieux d'entrer dans nos sites d'enfouissement. Et la suite, ce sera pour le prochain épisode. Ouais, à la base c'était pas trop prévu, ça devait faire un gros épisode de 40-45 minutes, mais il y a eu de sacrés contretemps dans ma vie, je suis actuellement pas chez moi comme vous pouvez le voir, le grand capital m'a appelé, m'a convoqué à l'autre bout de la planète dans l'un de ses furoncles. Du coup j'ai dû laisser de côté un peu les vidéos pendant quelques temps, mais là c'est bon, je peux m'y remettre, j'ai un peu de temps. Mais comme je vous avoue que c'est pas hyper motivant de reprendre le montage d'une vidéo de 40 minutes alors que ça fait longtemps qu'on a laissé tomber le tournage et l'écriture, pour me motiver je me suis dit que j'allais monter d'abord la première partie et ensuite la deuxième partie. Du coup comme c'est déjà tourné et écrit, ça sortira bientôt. Si la vidéo est déjà sortie au moment où vous regardez, elle s'affiche là, sinon c'est une autre vidéo que vous pouvez aller voir, mais le meilleur moyen pour ne pas la rater, c'est de vous abonner. Bien sûr, vous pouvez aussi commenter et laisser un pouce bleu. Sur ce, je vous embrasse, c'était Alcide pour Sortie d'usine, gros bisous.